Selon une étude du groupe de réflexion chinois Centre d'études politiques de l'Académie des sciences sociales de Shanghai, la population de la Chine a commencé à décliner en 2022. Lentement d'abord, mais avec le temps, cette baisse deviendra incontrôlable. Selon les chercheurs, au rythme actuel, la population de la Chine en 2100 s'élèvera à 587 millions d'habitants. Cela représente une baisse de 800 millions par rapport aux 1,4 milliard d'habitants actuels. Les problèmes démographiques de la Chine menacent sa stabilité intérieure, ainsi que son projet de contester la domination mondiale des États-Unis. Bienvenue dans les rapports des années 20. Suivre l'évolution de la population, en particulier celle du plus grand pays du monde, est une tâche difficile. Prévoir son évolution dans les décennies à venir est une tâche encore plus ardue. Néanmoins, les démographes s'accordent à dire que la population chinoise est sur le point d'atteindre son apogée, si ce n'est déjà fait. Pékin se trouve maintenant au sommet des montagnes russes, quelques instants avant la descente rapide vers le bas. Les prévisions varient, mais toutes s'accordent sur un point: la rapidité du déclin démographique de la Chine. Les Nations Unies sont les plus optimistes en ce qui concerne Pékin et prévoient que d'ici 2100, la population chinoise aura chuté d'environ 45% pour atteindre 780 millions d'habitants. Yi Fuxian, chercheur de longue date sur la démographie chinoise à l'université du Wisconsin-Madison, entrevoit un avenir plus sombre, dans lequel la Chine ne comptera plus que 450 millions d'habitants en 2100, soit une baisse stupéfiante de près d'1 milliard de personnes. En fait, Yi Fuxian affirme que la population chinoise est déjà en déclin depuis plusieurs années, contrairement aux statistiques officielles. Le chercheur appuie son opinion sur des données concrètes basées sur la distribution des vaccins obligatoires. Selon lui, la population chinoise a commencé à diminuer, non pas en 2022, mais en 2018. De plus, en utilisant des sources de données non conventionnelles, Yi Fuxian affirme que la population de la Chine n'est pas le chiffre officiel de 1,410 milliard d'habitants, mais 130 millions de personnes en moins, soit 1,280 milliard d'habitants. Par conséquent, selon les données de Yi, c'est l'Inde qui est le pays le plus peuplé du monde depuis plusieurs années. Les chiffres de M. Yi sont suivis d'un certain nombre d'autres qui montrent à quel point les chiffres de la population chinoise sont désastreux. Le nombre de mariages diminue de 40% en 10 ans, passant de 12,5 millions de mariages en 2012 à seulement 7,5 millions en 2021, soit le chiffre le plus bas des années 1980. Une simulation réalisée par l'université australienne Victoria montre que si Pékin ne modifie pas l'âge de la retraite obligatoire en 2100, les pensions coûteront au budget 20% du PIB. Aujourd'hui, ce coût est de 4%. Il est à noter qu'en Chine, les femmes prennent leur retraite à 50 ou 55 ans selon l'endroit où elles travaillent, et les hommes à 60 ans. Les raisons de l'évolution démographique spectaculaire de la Chine sont nombreuses. Au premier plan, toutefois, figure la fameuse politique de l'enfant unique qui a été abolie en 2016. Cette directive, en vigueur en Chine depuis 40 ans, a eu un effet irréversible sur la société chinoise. Le parti communiste de Mao Zedong, arrivé au pouvoir en 1949, ont traité leur propre population comme une masse informe qu'ils pensaient pouvoir modeler à volonté. Tout d'abord, Mao a encouragé les familles nombreuses, interdit l'avortement et la contraception, et a incité les femmes à avoir des enfants afin d'alimenter la croissance économique par un apport massif d'énergie humaine. Cela a conduit à une croissance démographique sans précédent des années 1950 aux années 1970. Si l'on exclut la période de la Grande Famine chinoise, qui, rappelons-le, a fait 42 millions de victimes, la femme chinoise moyenne a donné naissance à 6 enfants au cours de cette période. En conséquence, la population chinoise a doublé. En 1979, elle s'élevait à près d'1 milliard de personnes, contre 540 millions en 1949. C'est alors que les autorités communistes décident d'inverser la tendance. En 1980, afin d'arrêter la croissance rapide de la population, les autorités communistes ont introduit la politique de l'enfant unique. Selon les critères communistes, cette stratégie s'est avérée payante. La croissance démographique s'est ralentie. Dès lors, l'offre d'enfants était soumise à des objectifs et des quotas fixés par les autorités, comme s'il s'agissait d'une ressource telle que le charbon ou d'un produit tel que l'acier. Néanmoins,
il est difficile de quantifier l'ampleur des souffrances que la politique de l'enfant unique a causées à ceux qui l'ont vécu. Les Chinois ne pouvaient avoir qu'un seul enfant, sauf dans les zones rurales où 2 enfants étaient autorisés si le premier était une fille. Néanmoins, ce fait signifiait que les gens choisissaient souvent le sexe de l'enfant qu'ils attendaient. Ce choix ne pouvait se faire que d'une seule manière. En conséquence, la population chinoise âgée de 20 à 40 ans compte près de 18 millions d'hommes de plus que de femmes. En outre, 2 générations entières ont grandi sans frères et sœurs, oncles, tantes ou cousins. En 2007, à Bobaï, dans la province de Guangxi, les autorités ont pratiqué des avortements forcés et des stérilisations sur 17 000 femmes en réponse aux manifestations contre la politique de l'enfant unique. En revanche, le documentaire The 100 Childless Days, les 100 jours sans enfants, produit en 2012, décrit la campagne antinatalité de 1991 dans la ville de Liaocheng, dans la province de Shandong. Les autorités locales, pour améliorer leurs statistiques sur le faible taux de natalité, ont envoyé les femmes enceintes dans les cliniques d'avortement, même s'il s'agissait de leur premier enfant, autorisé dans le cadre de la politique de l'enfant unique. Plus tard, Pékin a officiellement interdit les formes extrêmes de pratiques antinatalité, mais il reste des traces de traumatisme dans cette politique. Rien qu'en 1991, année de la campagne des 100 jours à Shandong, 14 millions d'avortements ont été pratiqués en Chine. Leur nombre s'est maintenu à un niveau similaire pendant de nombreuses années. À titre de comparaison, 9 millions d'avortements ont été pratiqués en 2020. Au total, selon les statistiques officielles chinoises, au cours des 40 années de la politique de l'enfant unique, 336 millions d'avortements et 196 millions de stérilisations ont été pratiqués en Chine. Comme le souligne l'auteur chinois-britannique Mao Jiang, des crimes de cette nature commis par le régime ne pourraient être assimilés qu'à une période de guerre. Mais les autorités chinoises ont commis ce crime contre l'humanité de manière systématique et à grande échelle pendant près de 4 décennies. La politique de l'enfant unique peut être pleinement qualifiée de l'un des plus grands crimes contre l'humanité de toute l'histoire. En 2016, tout comme en 1980, le levier a été déplacé de l'autre côté. Mais le Parti communiste chinois avait désormais pour objectif la croissance de la population, car les décideurs politiques chinois étaient confrontés à de graves problèmes démographiques. La solution semblait simple: abolir la politique de l'enfant unique et tout reviendrait à la normale. Cependant, l'ingénierie sociale de Pékin a fini par se retourner contre elle. La première décision a été d'autoriser les gens à avoir 2 enfants, mais, contrairement aux attentes, où l'on s'attendait soudainement à ce que les Chinois se reproduisent à nouveau en masse, cela n'a eu aucun effet. Pékin et les autorités locales ont donc commencé à mettre en place davantage d'infrastructures, des avantages supplémentaires pour les femmes enceintes, des congés de maternité plus longs et même l'organisation de rendez-vous pour les célibataires. Les cliniques in vitro se multiplient, mais en vain. En 2021, Pékin a commencé à autoriser la naissance de 3 enfants. Cependant, le taux de fécondité de la Chine continue de chuter et s'élève aujourd'hui à 1,3, ce qui est encore plus bas qu'au Japon, où il est de 1,34. Au début, la politique de l'enfant unique a été imposée, même brutalement. Ainsi, aujourd'hui, au moins 2 générations de Chinois ont grandi avec la politique de l'enfant unique et ce modèle familial est devenu naturel pour les Chinois. Après 40 ans, cette politique est devenue le mode de vie, l'idéologie et la structure familiale de la Chine. Elle est automatique et la plupart des gens ne la remettent pas en question. À une époque où les jeunes Chinois se livrent une concurrence acharnée pour pouvoir bénéficier de la meilleure éducation possible, de nombreux parents en arrivent à la conclusion qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre d'avoir plus d'enfants. Souvent, les jeunes Chinois ne se sentent pas prêts financièrement à avoir des enfants ou une famille plus nombreuse. Le taux de chômage des moins de 24 ans a atteint 20%. À cela s'ajoutent des restrictions draconiennes durant la pandémie et une crise du logement qui entraîne des licenciements massifs et une instabilité sociale. Même les autorités communistes reconnaissent l'existence du problème. Le faible taux de natalité et le vieillissement deviendront la norme, a décrit la Commission nationale de la santé. Dans le même temps, Xi Jinping a qualifié la baisse du taux de fécondité du pays de menace potentielle pour la sécurité nationale. Les Chinois ont officiellement reconnu que la politique de l'enfant unique avait été une terrible erreur. Non, bien sûr que non. Pékin ne reconnaît pas la politique de l'enfant unique comme la principale cause des problèmes actuels, mais plutôt la hausse des prix de l'immobilier et de l'enseignement privé. Et le PCC
a une réponse technocratique à ce problème, la réglementation pour faire disparaître les problèmes. Plus sérieusement, toute la montée en puissance de la Chine s'est faite grâce au travail acharné de millions de travailleurs chinois, nés pour la plupart entre 1950 et 1980. Grâce à eux, l'Empire du Milieu a fait un véritable bond en avant et, ce faisant, a sorti 800 millions de Chinois de l'extrême pauvreté. Il s'agit là d'une magnifique réussite. Le pays est passé du statut de paria arriéré à celui de puissance qui défie les États-Unis à tous les niveaux. Innovation, armée, technologie et même dans l'espace. Aujourd'hui, les fondations sur lesquelles ce succès a été construit tremblent. Des problèmes sur le marché de l'immobilier et un verrouillage restrictif pèsent sur l'économie chinoise. Pékin s'éloigne de son plan initial de 5,5% de croissance du PIB pour cette année, les experts tablant sur un taux plus proche de 3%. Pour un pays qui a enregistré pendant des décennies une croissance proche de 10% ou plus, un tel résultat n'est certainement pas satisfaisant. Il ne s'agit pas nécessairement d'une exception, mais du début de nouvelles normes. Le vieillissement rapide de la population chinoise et, dans le même temps, son faible taux de fécondité représente un défi de taille pour l'économie qui aura moins de bras pour travailler chaque année et devra bientôt payer pour un système de pension de plus en plus gonflé au fil des ans. Qui plus est, les autorités chinoises continuent de faire l'autruche en ignorant les réformes nécessaires de l'âge de la retraite qui, en Chine, selon le sexe de la profession, peut être fixé à 50 ans. En conséquence, la croissance de la Chine pourrait se stabiliser à 2 ou 3% du PIB dans les années à venir déjà. Outre la rationalisation de la politique de l'enfant unique, de nombreux démographes affirment que Pékin a jusque 20 ans de retard pour l'abolir. La première analyse des sombres perspectives démographiques de la Chine a été présentée avant 2000. L'ingérence des autorités communistes dans le cycle de la vie et de la mort devait servir la montée en puissance de la Chine dans le monde, mais elle pourrait finalement l'écraser. Cela signifie que nous pourrions maintenant entrer dans une période dangereuse pour la stabilité mondiale. Howard W. French, auteur du livre Everything Under the Heavens, How the Past Helps Shape China's Push for Global Power, publié en 2017, estime que les dirigeants chinois savent parfaitement que la période d'opportunité maximale de la Chine est en train de s'achever. Après des décennies de croissance économique rapide. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que les dépenses audacieuses telles que l'expansion navale, les projets tels que la ceinture et la route, et le renforcement de la position dominante de la Chine ne soient remplacés par des dépenses beaucoup plus banales, mais décidément non moins importantes sur le plan financier, telles que le paiement des montants toujours plus élevés pour les retraites, l'assurance maladie ou tout simplement la sécurité intérieure. Ce dernier point pourrait être particulièrement important lorsque les années de croissance effrénée toucheront à leur fin, ce qui créera des tensions dans le contrat social chinois. C'est également pour cette raison que Xi Jinping tente d'accumuler le plus de pouvoir possible, ce qui rend la période actuelle très dangereuse. La fenêtre d'opportunité qui s'offre à la Chine pour contester la domination mondiale des États-Unis pourrait se refermer aussi vite qu'elle s'est ouverte. Les Américains disposent d'un certain nombre d'avantages qui rendent les décideurs de Washington beaucoup plus confiants dans l'avenir que ceux de Pékin. Tout d'abord, ils partent d'un niveau beaucoup plus élevé. L'économie américaine reste nominalement 30% plus importante que celle de la Chine, et l'Américain moyen, même en tenant compte de la parité du pouvoir d'achat, est 4 fois plus riche que le Chinois moyen. Le taux de fécondité américain, proche de 1,8, n'est peut-être pas exceptionnel, mais il est l'un des plus élevés du monde développé et dépasse largement celui des Chinois. En outre, les Américains ont toujours l'option de l'immigration, ce qui est naturel pour le modèle d'État et sur lequel repose toute l'histoire des États-Unis. Pour le modèle de société chinois, une telle option ne semble pas exister à l'heure actuelle. Tout cela fait que les perspectives démographiques des États-Unis sont bien meilleures que ceux de la Chine. Cette situation et les nombreux autres avantages de Washington, tels que l'indépendance énergétique, la liberté individuelle, le statut encore incontesté du dollar et la confiance ébranlée du monde à l'égard de la Chine, signifient que tout ce que Washington doit faire avec la Chine est peut-être d'attendre. La Chine est-elle devenue vieille avant d'être riche ? De nombreux éléments indiquent que c'est le cas, en particulier sur la côte chinoise, qui est le moteur de la croissance nationale. De nombreux pays développés ont déjà constaté que la prospérité économique est le contraceptif le plus efficace contre la croissance démographique. Mais ce déclin démographique modélisé s'accompagne généralement d'une augmentation de l'innovation et de la productivité.
En contrepoint des sombres perspectives de déclin, c'est cet aspect que les commentateurs chinois mettent en avant, arguant que l'innovation et la croissance de la productivité peuvent atténuer l'effondrement démographique. En d'autres termes, une population moins nombreuse n'entraînera pas nécessairement un effondrement du système interne, car de nombreux emplois seront automatisés ou confiés à des machines. Cet argument est juste et peut rassurer de nombreuses sociétés développées qui sont bien en dessous du taux de remplacement de 2,1. Mais la Chine, selon presque toutes les définitions, n'est pas un pays développé. Le Japon et la Corée du Sud ont connu une croissance économique rapide selon ce modèle et ont atteint le statut de pays à revenus élevés avant que leur taux de fécondité ne s'effondre. La Chine, en revanche, n'est même pas proche du plafond de développement du Japon et de la Corée, alors que la démographie commence à s'effondrer. Malheureusement pour la Chine, chacune de ces puissances économiques, malgré ses efforts, n'a pas encore trouvé de solution efficace pour inverser le déclin démographique. Il n'y a pas de précédent pour inverser le défi démographique. En outre, tous les pays ne sont pas en concurrence pour la primauté mondiale. Par conséquent, si l'innovation et la croissance de la productivité constituent une recette potentielle pour résoudre les problèmes intérieurs, elles ne résolvent pas le déclin relatif de la puissance de la Chine par rapport aux États-Unis. Il est difficile de supposer que les Américains, jusqu'à présent dominants dans le secteur de l'innovation et disposant en outre de plus de capitaux pour leur développement, commenceraient soudainement à diverger d'une manière significative des Chinois dans ce créneau. Sommes-nous en train d'assister au début de la fin de la renaissance de la Chine et au début d'une période de stagnation qui déclenchera un processus d'agitation interne massive? Il est évident qu'une perspective à 50 ou 100 ans est trop lointaine pour se prononcer avec assurance. Mais les problèmes de la Chine sont importants et 2022 montre qu'ils commencent ici et maintenant.